On va parler de l'électricité dans le monde de demain et dans nos territoires. Alors que le monde cherche à s'éloigner des énergies fossiles, l'électricité est appelée à jouer un rôle central dans nos futurs systèmes énergétiques et les territoires sont au cœur de cet enjeu. On en parle avec nos invités, je vous les présente et d'abord deux grands acteurs des réseaux. On accueille d'abord Xavier Piessagic, le président de RTE. Vous allez nous exposer les conditions nécessaires pour que l'électricité devienne la première source d'énergie dans le monde de demain. Je proposerai de vous installer ici. Vous rejoint Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Vous nous présenterez les actions d'Enedis pour accélérer le raccordement des énergies renouvelables. On a envie de connaître vos priorités opérationnelles. Avec nous également les porteurs de projets de la filière ENR. Nous rejoint Nicolas Wolf, le vice-président et directeur général de Boralex. Vous nous expliquerez pourquoi les investissements massifs dans les réseaux électriques sont cruciaux pour la transition énergétique. Bienvenue. Également présent sur cette table ronde, nous rejoint Olivier Jouni, directeur de Total Énergie Renouvelable. Vous nous parlerez de l'importance de combiner les énergies renouvelables avec les moyens flexibles de production d'électricité. Et on la remercie également de sa présence. Carlotta Gentile Latino est avec nous, directrice des activités terrestres France d'EDF Renouvelable. Vous nous direz l'importance d'un cadre réglementaire clarifié et établi sur le long terme pour développer des installations de production d'énergie renouvelable. Allez, c'est parti. On a une petite heure. On va parler d'abord des conditions de la réussite. Première question pour vous, Xavier Piessagic, mais je vous laisse terminer votre verre d'eau parce que vous allez en avoir besoin. La première question est toute simple. Quelles sont les conditions du succès pour que l'électricité devienne la première source d'énergie de demain? Vaste question. Je ne vais pas revenir sur la nécessaire électrification pour la neutralité carbone, parce que je pense qu'aujourd'hui le public est convaincu. Il n'y a pas que l'électricité dans la vie, bien évidemment, il y a tout le monde des bioénergies. Je crois que la table ronde suivante en parlera. Moi, je vais me contenter de parler de l'électricité. J'ai envie de traduire votre question sur finalement l'électricité dans le monde de demain, et comme le public est conquis, je voudrais parler des ENR dans le monde de demain et m'offrir le luxe de vous dire à quelles conditions, selon moi, on peut continuer à développer massivement les ENR. Voilà. On a dit qu'il fallait continuer à les développer massivement si on voulait rester sur nos trajectoires du Fit for 55 et de celle de la COP. Maintenant, tout le monde sait ici que ce n'est pas si simple. Voilà. Et qu'il y a des formes d'inquiétude. Alors, il y a trois grandes familles de conditions. La première, c'est la question de la consommation. La deuxième, c'est comment les ENR s'insèrent dans le système électrique. Et la troisième, c'est la question de l'acceptabilité. J'aime pas trop le mot, mais de l'insertion territoriale, et on en parlera au cours du débat. Je vais dire un mot sur la consommation. C'est évident, mais on fera cette transition que si on bascule massivement des usages pétroliers vers l'électricité. Ça suppose que la consommation augmente, même si c'est toujours bien de faire de la chasse au gaspillage. Il y a des sujets de désirabilité à ce qu'on s'électrifie, puis il y a des sujets de politique publique. Et là, aujourd'hui, on est un peu dans l'incertitude, parce que c'est vrai que les aides à l'investissement des entreprises, les aides à l'électrification des particuliers, je pense qu'on en aura besoin quand même pour inciter nos concitoyens à s'électrifier. Le message au titre de la consommation, c'est vous dire que la consommation de la France est atone en matière d'électricité depuis le Covid et depuis la crise énergétique qu'on a traversée à l'hiver 22-23, et que ce n'est pas très bon signe. Ce qui serait bon signe, c'est que la consommation augmente, ce qui voudra dire qu'on s'électrifie massivement. Aujourd'hui, ça n'a pas redémarré. De ce point de vue, on a tous un intérêt collectif ici, que ce soit les acteurs des énergies renouvelables ou comme Marianne et moi, les acteurs de réseau. On a tous intérêt à ce que cette trajectoire d'électrification remonte. On y a donc intérêt pour la neutralité, mais on y a aussi intérêt, je vais le dire,
pour nos modèles économiques, parce que ce système électrique de demain, il faut le financer. En fait, on n'arrivera pas à le financer si on n'augmente pas le nombre et le volume de ces utilisateurs. Donc il faut qu'on consomme plus. Et nous avons une voie commune à porter, les gestionnaires de réseau et vous, le monde des ENR, une même voie pour qu'on arrive à ce que cette électrification reparte. Après, j'ai une deuxième famille de conditions. Donc ça, cette première, c'est qu'il faut qu'on consomme plus et qu'on fasse redémarrer cette machine. La deuxième, c'est que moi, je crois que les ENR, c'est devenu un acteur très important du système électrique, massivement, puisqu'on a réussi à en développer finalement beaucoup, même si la France n'est pas complètement à ses rendez-vous. Et donc c'est devenu un acteur du système électrique majeur, et à cet égard, une condition nécessaire à ce que les ENR continuent à se développer, c'est que demain, elles aient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Et si vous me permettez, je vais vous lister une petite liste de courses sans transition vue du système électrique pour vous dire comment, selon moi, il faudrait qu'on adapte la manière dont les ENR fonctionnent pour qu'elles puissent continuer à croître vite. Il y a un sujet de programmation et de courbe de charge. Alors pardon, je vais utiliser quelques termes techniques, mais normalement vous avez tous en tête ce que ça veut dire. Nous, le gestionnaire du système électrique, on a besoin de connaître la programmation des productions d'énergie renouvelable pour pouvoir prévoir la manière dont le système se comporte. Ces programmations de production d'énergie renouvelable, en fait, on ne les a pas. C'est une obligation pourtant, mais les productions d'ENR, de manière générale, ne nous les envoient pas. Donc il faut faire un premier progrès là-dessus. Il y a un autre progrès collectif qu'il faut qu'on fasse pour que le système puisse digérer toujours plus d'ENR. C'est qu'il va falloir qu'on se mette au travail. Je sais que ça a un peu commencé sur la manière dont les contrats sont rédigés. Moi, je pense qu'il faut qu'on revoie le système des obligations d'achat, parce qu'aujourd'hui, les producteurs sous obligation d'achat continuent à produire quand les prix sont négatifs. Je ne crois pas que ce soit une bonne publicité pour les énergies renouvelables. Autre exemple et autre sujet sur lequel il faudra progresser, les parcs qui sont en marché plus prime s'arrêtent brutalement lorsque les prix se mettent à zéro. Or, vu du système électrique, quand vous perdez 5 gigawatts d'un coup en quelques minutes, c'est trop brutal. Voilà. Donc c'est une deuxième chose qu'il faut qu'on corrige sur la courbe de charge. Maintenant que j'ai parlé de votre programmation et de la manière dont il faudrait qu'on corrige un certain nombre de contrats, je vais dire un mot quand même des différents services qu'il faudrait que les ENR rendent plus sur le système électrique. Le premier, c'est sur l'équilibre offre-demande. Aujourd'hui, les énergies renouvelables ne sont pas obligées de faire des offres à la baisse sur le mécanisme d'ajustement, et donc pour gérer la fréquence, pour nous, c'est très difficile. Bon, on ne fait pas mystère qu'on a poussé un certain nombre d'amendements pour que tout ça devienne obligatoire. Aujourd'hui, il n'y a que 500 MW d'ENR volontaires qui font des offres à la baisse, puisque ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas très nombreux à le faire. Ça nous a quand même conduit l'été dernier à unilatéralement demander à des grands parcs d'arrêter de produire. Bon, si tout ça passait par des fonctions de marché et d'indemnisation normale, ça ne ferait pas de mal. Donc un chantier là-dessus. Que les énergies renouvelables soient plus présentes pour offrir des services systèmes fréquences de la réserve primaire et secondaire, ce serait bien. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien. Il y a des petites expérimentations, je crois, sur 300 MW. Je vous ai parlé de la fréquence. Je vais vous dire un mot de la tension. Aujourd'hui, il y a un gros potentiel à ce que les ENR rendent des services système tension. Vous êtes très peu nombreux à le faire. Là aussi, progrès à faire, parce qu'on ne pilotera pas le système électrique dans le sud-ouest, par exemple, lorsque la production d'ENR locale couvre quasiment la production. Lorsque la production locale couvre la consommation locale, ça nous pose des problèmes techniques finalement graves. Et donc là aussi, chers amis, il va falloir que l'on progresse. Alors désormais, on sait que les futurs champs supérieurs à une puissance donnée devront fournir des services système tension, mais on n'y est pas. Et puis je vais finir
par les questions de l'écrêtement. On ne dimensionne jamais un réseau à la pointe de production qui arrive une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 100 ans, ni RTE, ni, je crois même, Enedis. Et donc, il faut qu'on apprenne ensemble à mettre en œuvre des écrêtements de production, tout simplement parce qu'on a besoin d'optimiser le dimensionnement des réseaux. Si on dimensionne le réseau à la pointe, bon, en fait, comme les coûts sont renvoyés vers la collectivité, ça coûtera cher à ceux qui payent, c'est-à-dire les consommateurs. Et vous savez que cette transition, il faut qu'on y gomme tous les problèmes d'acceptabilité et qu'on aille chercher tous les consentements à payer possibles. Donc la question de l'optimisation des réseaux, elle est centrale. Et pour optimiser ça, il faut qu'on mette en œuvre ces écrêtements de production d'énergie renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un champ, une ferme, doit être capable demain de recevoir une instruction pour baisser sa puissance de production, et tout ça de manière automatique. Les gestionnaires, eux, ont lancé des dispositifs. Chez RTE, ça s'appelle NASA. Ça s'appelle des automates de zone pour faire de l'écrêtement le plus automatique possible. On le fait donc en parfaite association avec la distribution qui, elle, a son dispositif qui s'appelle Reflex. Mais je voulais vous le dire franchement et en face, là aussi, nous devons faire des progrès ensemble. Et donc, si je veux finir cette liste de courses, parce que je pense qu'on parlera pendant le débat de la question de l'insertion territoriale, ça me semble vraiment important qu'on ait tous en tête que les ENR sont à un stade de leur croissance où il faut maintenant qu'on y applique l'ensemble des dispositifs qu'on applique aux autres, cours de programmation, gestion des contrats et tous les services systèmes que je viens de citer. Ne pas regarder ça en face, c'est aussi s'exposer à des critiques, à des freins, à ce qu'un certain nombre d'acteurs disent oui, mais les ENR, ça crée plus de dommages que ça n'apporte de bienfaits. Moi, je n'y crois pas. On a su par le passé, entre les réseaux et vous, trouver des chemins, et on en est très heureux, mais à ce moment de notre développement commun, il faut aussi accepter qu'on change un certain nombre de nos manières de gérer le système électrique ensemble, sur tous les paramètres électriques, la fréquence, la tension et l'intensité, puisque c'est à travers cette unité qu'on gère le dimensionnement du réseau. Ça vous fera du bien à vous et ça fera du bien aussi aux gestionnaires de réseau que nous sommes avec Marianne. Je parlerai de l'insertion territoriale après. Merci Xavier Pessagi pour ce rappel des enjeux. Marianne Legnaud, on va voir maintenant, et vous, quels sont les défis à relever. Et donc, la question que je vous pose, elle est toute simple, c'est quelles sont les actions très concrètes que Enedis mène pour permettre d'accélérer cette transition énergétique, ces raccordements d'énergie renouvelable, ces nouvelles installations. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je crois que je viens chaque année à cette manifestation pour parler de ces sujets passionnants et tirer les fruits de l'excellente coopération qu'on a entre Enedis et les entreprises du renouvelable et leurs représentants. Et je dirais que 2024, alors on sent qu'on est un peu dans l'expectative pour d'autres raisons, sur d'autres domaines, mais alors pas chez Enedis sur les énergies renouvelables, parce que c'est encore un mois olympique, on est encore en septembre, et nous on est très très mobilisés et très fiers de constater que d'ici la fin de l'année, on va battre plusieurs records. Le record du nombre de gigawatts d'ENR raccordés, on va aller à 5 gigawatts, ce qui est parfaitement compatible. Donc là, on est au périmètre d'Enedis. Évidemment, il y a tous les ENR connectés directement au réseau de transport, mais 90% du renouvelable est connecté directement sur le réseau de distribution opéré par Enedis. Il faut savoir que c'était à peu près 2 gigawatts en 2019 avant le Covid. Donc de 2 à 5. Derrière ça, il y a 1 million de producteurs ENR raccordés au réseau que nous opérons, dont la moitié, et c'est aussi une évolution très marquante, dont la moitié sont des autoconsommateurs. Donc ils étaient quelques dizaines de milliers il y a quelques années, et puis je dirais que donc, chaque année, on rajoute 340 000 producteurs renouvelables raccordés au réseau. Vous voyez les sommes et les chiffres que ça fait en quelques années, et tant mieux parce que les objectifs de la PPE sont ambitieux. Et puis, je dirais que les dernières
Évolution forte, c'est que désormais, il y a plus de solaire raccordé au réseau de distribution que d'éolien. Et c'est cette année que la bascule s'est faite. Donc, on est bien dans l'accélération des ENR du côté du réseau de distribution. D'ailleurs, on a un programme, on a un responsable de programme qui est dans la salle, qui s'appelle Cédric Boissier, et le programme s'appelle Accélérer les ENR. On l'a créé il y a 2 ans pour mettre en commun toutes les forces de l'entreprise, mieux travailler avec nos clients que sont les producteurs, travailler, on y reviendra, sur les freins réglementaires, travailler sur la planification que ça suppose, parce que derrière, c'est de l'industrie, on va y revenir. Il faut des fournisseurs d'équipements, il faut des entreprises de travaux, c'est des hommes et des femmes, il faut des compétences. Donc ça se pilote à moyen long terme. Donc voilà, nous on est plutôt plein pot. Et les défis qui sont devant nous, ils sont encore extrêmement nombreux pour tenir, voire pour accélérer ce rythme. Je dirais que la deuxième dimension, c'est celle de qui est un peu changée ou qui évolue très vite. C'est le titre de notre table ronde qui mentionne les territoires. 90% des ENR accordés chez Enedis, 60% d'entre elles sont situées dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc, et d'ailleurs, le micro-trottoir était très intéressant parce que les personnes interrogées, elles disaient à la fois c'est local, et elles ont raison. Voilà, 60% de ces ENR sont installés dans des communes de moins de 2000 habitants. Et en même temps, ça vient de loin. Bah oui, on peut dire que quand c'est acheminé par un réseau de transport et de distribution, celui de distribution il fait 35 fois le tour de la Terre, bah ça vient aussi, c'est à la fois local et ça vient de loin. Et chez nous, la dimension territoriale, puisque nous ne sommes pas propriétaires de ces réseaux, ils appartiennent aux collectivités locales, nous les opérons, nous les maintenons, nous investissons, c'est 350 contrats de concession. Ce sont des équipes Enedis présentes partout dans le territoire pour répondre aux problèmes et aux souhaits de nos clients, accompagner les projets. Donc je crois que cette dimension locale, il faut du local, il faut du national et une vision globale pour piloter, pour approvisionner, pour concevoir. C'est la force des modèles qu'on est en train de déployer dans la relation entre la filière des ENR, parce que c'est une filière, et la filière des réseaux, parce que c'est aussi une filière, c'est bien sûr RTE et Enedis, mais c'est aussi 1600 entreprises qui font partie de cette filière électrique. Et je dirais que la dernière condition d'accélération, c'est de travailler justement tous en commun sur ces enjeux à travers les zones d'accélération des ENR, qui sont là pour donner plus de visibilité aux porteurs de projets et aux autorités locales sur finalement où sont les capacités disponibles. Donc nous mettons beaucoup de data, beaucoup de cartographie. On a ouvert un portail collectivité locale, mesures et services. Une collectivité locale sur 2 est adhérente et donc voit ce qui est produit sur ton territoire, ce qui est consommé, mais aussi par d'autres outils. Quelles sont les zones qui sont plus faciles, c'est-à-dire moins chères et moins longues à raccorder? Je crois que ça c'est essentiel et on va continuer à développer cette coopération dans les comités régionaux de l'énergie où nous sommes aussi avec RTE, mais avec l'ensemble des acteurs. Donc vraiment, une des conditions du succès à poursuivre, c'est continuer à travailler en commun pour lever les freins réglementaires, pour avoir une planification d'ensemble, pour anticiper le plus possible, parce que évidemment, on aurait pu interroger les personnes peut-être pour l'année prochaine, comment ça se branche? Ben, ça ne se branche pas comme un sèche-cheveux, hein. Je le dis toujours comme ça, et donc il faut que les porteurs de projets, et ils le font de plus en plus, viennent nous voir beaucoup en anticipation, parce que nous, on a un réseau à renforcer, on a des capacités à libérer, on a de la flexibilité à promouvoir quand c'est un peu congestionné. On cherche des solutions, soit en écrêtant, soit en mutualisant, soit en augmentant progressivement la puissance disponible. Le réflexe, c'est notre manière de faire qui est déployée dans 10 postes sources, on va la généraliser à 100 postes sources. Et donc une des conditions, puisque je finis par les postes sources, et là aussi c'est très local et très territorial, c'est construire des nouvelles capacités. Et nous avons un programme de construction de postes sources, donc la limite qui nous réunit aussi entre réseau de transport et réseau de distribution, qui est colossale. Et donc c'est toujours mon accélération. C'est colossal. Moi j'ai à peu près 180 postes sources, rien que pour le renouvelable, à construire d'ici 2035. J'en ai 250 en tout, mais il y en a 180 pour le renouvelable. Ça veut dire qu'on en fait 3 à 5 en ce moment chaque année. On va en faire
15, 20, 25 si on prend tout au global. Donc vous voyez, on change complètement d'échelle. Et PostSource est un bon exemple, des freins réglementaires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la loi ZAN au bon endroit pour que nous puissions bénéficier d'exonération et que ces constructions soient facilitées. Donc là, il y a des petites contradictions sur lesquelles on va continuer à travailler ensemble avec la filière des renouvelables. Merci Marine Legnaud. On va discuter maintenant avec nos porteurs de projets. Nicolas Wolf, on a envie de vous entendre sur ce qui vient d'être dit. Pourquoi les investissements pour vous sont déterminants, voire cruciaux pour la réussite de cette transition énergétique? Et je vais profiter que vous êtes un groupe de dimension internationale pour vous demander un petit peu ce qu'on a à apprendre aussi de l'extérieur, des pays frontaliers ou plus lointains. Avec plaisir, Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes en train de vivre un bouleversement profond de notre système énergétique, vous l'avez souligné, Marianne. Et dans ce bouleversement, sur les 30 prochaines années, on va voir la part de l'électricité passer de 25% à peu près à 50 à 60%. Donc c'est un changement qui est colossal. Et on a vu ce matin les vertus de cette électrification des usages, l'industrialisation, la protection de notre compétitivité, la décarbonation de notre industrie. Mais pour cela, il faut absolument des réseaux électriques qui soient finalement en ligne avec l'ampleur de ce projet. Donc les réseaux électriques sont véritablement un des piliers fondamentaux de la transition énergétique et nous sommes des fans de vos sociétés. Je tiens à souligner d'ailleurs la collaboration excellente que nous avons avec vos équipes sur le terrain tous les jours. C'est important parce que nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous pour relever ce défi. Maintenant, que voyons-nous en France? On voit des périodes électorales qui souvent remettent en question cette évolution, avec des questionnements sur le mix électrique, avec des positions à l'opposé parfois de ce qu'on devrait faire. Et tout ça, finalement, ralentit le projet qui est si important. Alors, si en tant qu'opérateur dans d'autres territoires, je compare ce que nous réussissons à faire en France avec, par exemple, le Royaume-Uni, je vois qu'au Royaume-Uni, on est un peu en négatif de ce qu'on est en train de vivre en France, avec un changement politique qui est très favorable aux énergies renouvelables, avec l'arrivée des travaillistes au pouvoir. Et en l'espace de 2 mois, la mise en œuvre de mesures pour lesquelles il aurait fallu attendre sans doute 2-3 ans en France. La fin du moratoire éolien en Angleterre, la mise en place d'un renforcement de réseau de l'Écosse vers l'Angleterre, qui est une zone de consommation forte, la mise en place de structures de contrôle des objectifs décarbonés. Donc une véritable volonté politique qu'on voit, somme toute, moins en France. Alors, est-ce que les choses sont comparables? Sans doute pas. Mais en tout cas, ce qui, moi, me frappe en tant qu'opérateur dans les 2 pays, c'est le pragmatisme avec lequel les Anglais s'emparent de ce sujet qui est si important. Et encore une fois, je le répète, la neutralité carbone ne se fera que sans investissement massif dans les réseaux, vous l'avez souligné. Donc c'est un point de passage qui est absolument obligé. Et pour conclure, ce que je vous dirais, c'est que ces oppositions assez fermes qu'on a vues à l'occasion des européennes ou plus récemment les législatives en France, c'est finalement maintenir la France dans son état actuel et maintenir une forme de dépendance par rapport aux énergies fossiles. Je vous le rappelle, il y a quand même 60% de l'énergie consommée qui est énergie fossile. Et la charge pour la France, c'est 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire de prendre en compte ces dimensions pour pousser ce projet sur les réseaux. Merci Nicolas Wolf. Olivier Jauny, pour Total Énergie Renouvelable, on a envie de vous demander quels sont les grands défis, parce qu'on se dit, bon, maintenant on a des lois, ça devrait avancer. Si on prend le cas de la loi d'accélération des ENR, bon, les leviers administratifs sont levés ou pas? Est-ce qu'il y a encore des projets qui freinent? Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi. Je vais peut-être commencer avec 2 chiffres. Aujourd'hui, Total Énergie Renouvelable en France, on a 2 gigawatts de renouvelables en production et on a 2,2 gigawatts qui sont aujourd'hui en instruction, c'est-à-dire qui sont bloqués en attente. Donc c'est plus que ce qu'on a aujourd'hui en production, donc c'est beaucoup. Et ce qu'on constate en 2023, c'est que globalement, le nombre d'autorisations en métropole a plutôt baissé. Alors concrètement, quand on regarde sur le terrain, aujourd'hui, l'instruction sur un projet solaire, il vous faut à peu près 2 ans. Sur un projet éolien, il faut un peu plus de 3 ans. Vous rajoutez à ça
toute la partie des recours, vous multipliez quasiment par 2, donc vous êtes à 4 et 6, plus après toute la constitution des dossiers, le temps de raccordement. Finalement, entre le moment où vous avez sécurisé votre foncier et le moment où vous démarrez, vous produisez votre électricité, on est sur des pas de temps de 6 à 8 ans sur le solaire et de 10 à 12 ans sur l'éolien. Ce qui est absolument énorme, parce que quand on compare à ce que font certains pays voisins européens ou aux États-Unis, où on est présent également, on est sur des pas de temps divisés par 2. Donc vous avez certains États aux États-Unis où en 6 mois, vous avez les autorisations. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet sur lequel il faut travailler, parce que ça a un certain nombre de conséquences. C'est que, ça renchérit les coûts de développement, parce que plus vous mettez de temps à développer, plus ça coûte cher. 2, ça met potentiellement en péril les objectifs d'atteinte d'objectifs renouvelables en France. Et puis nous, 3, très concrètement, même si on a toujours une ambition très forte en France, ça nous a amené à revoir un peu à la baisse nos objectifs de mise en production, puisqu'on est plutôt sur entre 400 et 500 MW par an. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on accueille bien sûr super favorablement la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que ça offre un cadre, ça renvoie finalement aux collectivités territoriales tout le volet de la planification, donc elles prennent leur destin en main et c'est à elles de prévoir toute cette planification. En revanche, le sujet qu'on voit aujourd'hui, et ça a été rappelé il y a un an, enfin notre PDG Patrick Pouyanné était là il y a un an dans ce même forum et avait dit, et c'est toujours vrai aujourd'hui, que le vrai sujet, c'est les moyens techniques et humains qu'on met à disposition des administrations, qu'on met à disposition des élus locaux face à finalement une complexité de plus en plus importante de tous ces dossiers sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan archéologique, tout ce que vous voulez. Donc c'est de plus en plus compliqué. Et donc à la fin, s'il n'y a pas les moyens qui sont mis en face, finalement ça constitue un frein. Alors ça c'est le verre plutôt à moitié vide, il y a le verre à moitié plein, on a des belles histoires. Là, je prends l'exemple concret, on a démarré à l'été 2024 notre plus gros parc éolien Vent-de-la-Moivre dans la Marne. C'est un projet de 60 MW, on l'a développé en 4 ans. Donc c'est 2 fois moins même un peu plus de 2 fois moins que les chiffres que je vous citais juste avant. Donc pourquoi on a réussi ? Parce qu'il y avait une super volonté de tout le monde, des élus locaux, des parties prenantes, il y avait une acceptabilité, il y avait une envie d'y arriver. Donc ça, moi, ça me remplit d'optimisme, c'est que quand on veut faire, on sait faire, c'est possible, ça marche. Donc à la fin, le vrai sujet pour moi, c'est que c'est bien d'avoir mis un cadre. Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie volonté, il faut qu'il y ait des moyens techniques, humains, et il faut qu'il y ait un dialogue constructif. Et si on met tout ça, c'est vraisemblablement la recette du succès pour arriver à faire baisser ces temps de développement, de construction et pour mettre en production encore plus de renouvelables. Et bien évidemment, on compte après sur nos collègues de RTE et d'Enedis sur la partie réseau distribution pour mettre en production tous ces projets, mais ils ont dit qu'ils étaient super motivés pour le faire. Donc on compte sur eux et on les remercie pour cette coopération constructive. Merci Olivier Jauny. Carlotta Gentili-Latino, pour EDF Renouvelable, vous êtes évidemment également en attente d'un cadre réglementaire qui facilite l'accélération de vos projets. Quelles sont pour vous les grandes priorités pour réussir cette électrification massive ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs priorités. Je pense à un maître mot qui est la constance, en fait, dans le plan à tenir. On ne le répétera jamais assez, la transition énergétique, c'est le temps long. L'électricité, de par ses infrastructures de production, transport, distribution et consommation, c'est également le temps long. Ça tombe bien, on a un cap qui est clair, une trajectoire technico-économique souhaitable de fin 23 avec la SFEC. On a une très belle boussole avec les scénarios 2050 de RTE. On a des équipes très présentes, très motivées, mobilisées pour déployer tout cela. Mais force est de constater que notre quotidien en fait est sémé d'embûches et que les freins à lever sont plusieurs et des différents ordres, notamment administratifs et réglementaires. Je vais les prendre un peu par rapport aux exemples qui me viennent en tête, mais on parlait effectivement ZAN et Post. Moi, ZAN, ça me renvoie au déploiement du solaire. Vous mettez ensemble la loi APER, les décrets, les listes de projets, et vous mettez un petit peu d'ingrédients de ZAN. Je ne suis pas sûr qu'on ce sera si facile que ça de sortir du solaire au sol demain. Et le solaire, on ne va pas le faire qu'en toiture. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc des règles d'usage du sol qui sont
qui sont claires. On peut avoir des règles en millefeuille administrative, on va s'en sortir, mais il nous faut également, en deuxième priorité, un pilotage administratif renforcé. On a des objectifs, il faut les décliner. Il faut s'assurer que ceux qui sont là ensemble avec nous dans les services instructeurs pour délivrer ces transitions énergétiques, de un, ils aient les moyens, de deux, ils sachent où est-ce qu'ils en sont en fait dans leur parcours, et que si à un moment donné on n'est pas aux objectifs, qu'on ait des actions concrètes à la maille, qui est celle des instructions en fait pour délivrer ces autorisations. Toujours dans la partie planification, bien évidemment, également une planification maritime qui soit à la fois ambitieuse et réaliste. Je pense, on le dit depuis je ne sais pas combien de colloques, mais également un traitement rapide des recours, qui font aussi partie, comme tu l'évoquais, du temps de retard de nos projets. Et enfin, un point sur le cadre économique. Quand je pense économique, on peut y voir plein de choses dedans, mais notamment des contrats d'off-take ou de la fiscalité qui soient stables. Donc, qui dit stable, ça veut dire pas des décisions ni unilatérales et encore moins rétroactives, qui pourraient être prises sur des impulsions en fait un peu de court-termistes, et qui oublient que certes il y a une dette qui est absolument à traiter, il y a également une autre dette qui est celle climatique et environnementale qu'on laisse aux générations futures, et qui elle est une dette de long terme. Merci Carlotta Gentili Latino. On voit bien que réussir la neutralité carbone ne pourra pas se faire sans investissement massif dans les réseaux. Alors on a envie de vous demander, Marianne Legnaud, quelles sont les priorités d'Enedis ? Je crois que tous les intervenants ont souligné le besoin de planification. On est dans une industrie énergie du temps long. Il y a des investissements très importants, et en face il y a des risques opérationnels, techniques, financiers, humains, industriels. Voilà, si on arrive à les faire matcher ensemble, on se débrouille pas trop mal. Mais il y a des risques. Donc, premier besoin, c'est effectivement un besoin d'investissement. Nous avons établi une trajectoire de besoin d'investissement à l'horizon 2040 que nous avons chiffré à 96 milliards d'euros de 2021, puisqu'on l'a sorti en 2022. Alors évidemment, c'est une prévision, donc il y a des sensibilités, il y a un scénario central. De temps en temps, ça freine un peu sur tel item, et puis ça accélère sur l'autre. Enfin, c'est notre projection. Et sur ces 96 milliards, eh bien, qui ont globalement 3 fonctions. Une fonction dont on devrait sans doute plus parler aujourd'hui, c'est de renforcer la résilience des réseaux, parce que les réseaux, il faut qu'ils soient résistants à des aléas climatiques qui sont... Nicolas a parlé tout à l'heure de comparaison internationale. On peut penser à la Californie ou à d'autres pays qui sont de plus en plus violents, des incendies, des canicules, des inondations. Et quand je vous ai dit que le réseau faisait 35 fois tour de la Terre, eh bien, tous les 4 ans, nous changeons, nous renouvelons un tour de Terre. Et tous les 3 ans, nous construisons un nouveau tour de Terre pour les nouveaux usages de l'électricité et pour le renouvelable. Dans 96 milliards, parmi eux, de la résilience des réseaux, et ensuite les nouveaux usages de l'électricité, donc plutôt du côté des clients, des pompes à chaleur, du véhicule électrique, et 10 milliards pour dédier spécialement aux ENR. Donc pour cela, évidemment, il faut que Enedis, RTE aussi, qui sont des opérateurs qui évoluent dans un système régulé, eh bien, ils sont financés par un tarif d'utilisation des réseaux qui est précisément en cours de discussion, de renouvellement pour la période à venir, 2025 et les 4 ans qui viennent, période pour laquelle la PPE est connue, puisque la PPE, jusqu'en 2028, elle est connue, celle dont nous avons à connaître le contenu, c'est celle d'après. Et donc, moi, quand je vous dis que, par exemple, sur les raccordements ENR supérieurs, en basse tension supérieure à 36 kV, eh bien, j'ai fait à peu près 9000 mises en service en 2023. Je vais en faire 14 000 en 2024 et j'ai prévu d'en faire près de 19 000 en 2025. Donc, c'est x2 par rapport à il y a 2 ans. C'est sous réserve que j'ai les moyens humains, financiers, techniques, opérationnels de faire cela. Donc, sous réserve que j'ai un réseau, un tarif de réseau qui soit au bon niveau
bien dimensionnés, tout en me demandant, ce qui est normal, des efforts de performance et de productivité, parce que nous devons être un opérateur performant. Donc, première condition, c'est l'investissement. Il y a une ambition forte. Quels sont les moyens qu'on met en face pour la réaliser? Et évidemment, quand on parle du coût de la transition écologique, comme ça vient d'être fait, il faut aussi le comparer au coût des énergies fossiles, y compris les externalités négatives pour la France. Deuxième condition, parce qu'on parle toujours beaucoup d'investissement, c'est très très important, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une filière industrielle derrière pour délivrer la capacité à faire. Parce que ce qui nous bloque parfois, c'est la capacité à faire technique, humaine, opérationnelle, réglementaire, qui peut ralentir les projets. Capacité à faire, ça suppose d'avoir des usines en France, en Europe, qui produisent des câbles, qui produisent de la tôle, qui construisent des postes de distribution. Nous, on est passé de 6 000 postes de distribution il y a 2 ans à 14 000, et on a lancé pour ça, et 20 000 dans un an, un marché à 2 milliards d'euros. Un marché public à 2 milliards d'euros. C'est notre plus grand marché. Là, on avait 6 entreprises, 6 usines en France qui construisaient pour nous, et maintenant, c'est 12 usines supplémentaires qui vont construire pour nous dans les années qui viennent. Donc ça suppose pour eux de leur donner de la visibilité à cette filière industrielle. Puis je dirais que la troisième condition après les investissements et la capacité industrielle à faire, et là encore on est dans les territoires, parce que ces usines, elles sont dans les territoires, et elles créent de l'emploi dans les territoires. Troisième condition, qui est aussi dans les territoires, c'est d'avoir les compétences humaines pour faire tout ça. Parce que si on n'a pas les hommes et les femmes pour mettre en œuvre, ça ne va pas suivre. Et donc, avec l'ensemble de la filière, avec Xavier, on s'est dit qu'il fallait vraiment renforcer l'attractivité des métiers des réseaux, des métiers techniques de l'électricité, d'attirer des jeunes. Et donc, on a lancé, il y a 2 ans, un grand projet qu'on a appelé, avec l'ensemble de la filière, 100 000 emplois. C'est une étude récente l'indique, 100 000 emplois dans cette filière des réseaux. Donc, pratiquement autant que dans la filière nucléaire dont on parle beaucoup. Mais et les chiffres que je vous ai donnés d'investissement sont aussi très comparables. Donc, quand on parle d'énergie, il faut parler des réseaux, bien sûr, d'électricité, mais aussi de gaz. Je salue ma collègue de GRDF qui est dans la salle. Donc, des hommes et des femmes. On a fait un partenariat avec les lycées professionnels, 50 lycées l'année dernière, Bac Pro électricité, 100 cette année. On a fait un partenariat supplémentaire avec 40 lycées pour le BTS électricité, qui nous permet d'insuffler 30% de contenu réseau électrique dans les programmes de formation de ces jeunes, qui seront nos futurs salariés, pas que les nôtres, ceux de RTE, ceux de nos fournisseurs et de nos équipementiers. Donc, s'occuper de l'attractivité à long terme de nos métiers, ça suppose aussi qu'on en parle un peu différemment. Peut-être moins dire venez faire de l'électrification rurale, même si c'est très important et nous le faisons tous les jours, mais plutôt participer à l'aventure humaine de la transition écologique dans des entreprises de haute technologie, ce que nous sommes. Ça, je crois que c'est une des conditions très importantes, parfois négligées, de réussite de cette transition à côté des investissements. C'est investir dans l'humain et là aussi le faire à long terme. Merci Marlène Legnaud. Tout à l'heure en introduction, Xavier Pessagic parlait de l'importance de la flexibilité, Nicolas Wolf, pour réussir ce pari d'électrification massive. Vous comptez beaucoup sur les smart grids pour réussir à relever ce défi? Alors, pas seulement nous, je pense que c'est l'ensemble de l'industrie qui compte beaucoup sur la flexibilité et les smart grids. On a vu qu'on a donc besoin de 2 prérequis, des investissements massifs dans les réseaux de transport et de distribution. Premier acquis. Deuxième acquis, on a parlé d'objectifs à travers la PPE et la nouvelle PPE qu'on attend avec grande impatience. Donc être capable de fixer avec précision des cibles de déploiement d'ENR, et je pense notamment aux ENR électriques, qui me semblent être les seuls aujourd'hui véritablement capables sur les 15 prochaines années finalement d'apporter ces moyens de production supplémentaires dont on a tellement besoin. Et évidemment, troisième point, c'est flexibilité et stockage qu'on doit développer. C'est quelque chose qui débute en France. Il y a plusieurs expérimentations. Nous-mêmes, Boralex, on a des solutions de stockage en France, mais ce n'est que le début. Et il faut bien sûr aller beaucoup, beaucoup plus loin. À titre d'exemple, au Canada, on est en train de mettre en œuvre un stockage de 400 MW. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur qu'on est capable aujourd'hui de mettre en œuvre. Et ça, je crois que c'est le monde de demain vers lequel on se dirige.
Sans ces solutions, on aura beaucoup de mal à avancer. Et ce qui m'a frappé la semaine dernière, c'est l'intervention de Mme Vargon, présidente de la Creux, qui a évoqué une réflexion sur les heures pleines, heures creuses, qu'on devait adapter aux nouvelles sources de production. Et vous l'avez compris, on est dans un mix qui est aujourd'hui beaucoup plus diversifié, et qui sera encore plus diversifié, sur lequel il faut qu'on s'adapte par rapport aux caractéristiques de production pour tirer parti finalement de la compétitivité des prix qu'on peut obtenir à midi, qui sont plutôt vécus aujourd'hui comme un problème, mais qui, quand on regarde bien les choses, avec ces investissements sur les smart grids et la flexibilité, pourraient devenir un véritable atout pour la France. Alors évidemment, en période de rigueur budgétaire, on pourrait me dire, mais vous comprenez que le moment est malvenu d'investir sur ces solutions technologiques. Je vous rappellerai juste que le coût du bouclier tarifaire pour protéger les Français, c'est 14 milliards. Donc je pense qu'on a les moyens, quand on le souhaite, d'investir vers les bons outils qui seront finalement des facteurs de succès pour le futur. Merci Nicolas Wolf. Olivier Jouni, Total Énergie travaille évidemment sur ces questions de flexibilité. Vous travaillez à combiner les énergies renouvelables avec les moyens de flexibilité de la production. Oui, tout à fait. En fait, on va aller vers un monde de plus en plus décarboné avec une demande qui est en croissance. On est sur 1,5 à 2% par an. Et clairement, il y a un mot qui va être clé, c'est flexibilité. Parce que les énergies renouvelables, c'est bien, mais malheureusement, par définition, c'est intermittent. Et sans flex, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, on est en train, quand on y pense, d'essayer de résoudre un problème assez compliqué. Parce qu'à la fin, on a des clients. Et ces clients, ils veulent quoi? Ils veulent une énergie de plus en plus verte. Ils veulent une énergie qui est disponible quand ils en ont besoin. Sinon, ça ne marche pas très bien. Et en plus de ça, ils veulent que ce ne soit pas trop cher. C'est un peu une équation compliquée à résoudre. Et chez Total Energy, la façon de répondre à ça, c'est que notre stratégie, c'est de jouer la carte de l'intégration. Et donc, on veut être complètement intégré. Et on a une époque dit qu'on voulait être uniquement un producteur d'énergie renouvelable. C'est pas ce qu'on veut, en fait. On veut vraiment être intégré sur toute cette chaîne et donc être un acteur de la flexibilité. Alors, quand on parle de flexibilité, on parle de 3 moyens de flexibilité majeurs. C'est les centrales au gaz, les CCGT, c'est les batteries, et puis c'est les STEP, c'est l'hydro-pompé. Donc aujourd'hui, concrètement, 2024 en France, on a 2,4 gigawatts de CCGT en France, et on a à peu près un peu moins de 150 mégawatts de batteries. On n'a pas d'hydro-pompé parce qu'aujourd'hui, le marché n'est pas ouvert là-dessus. Quand on se projette à 2030, notre ambition, c'est on ne devrait pas augmenter la partie CCGT. En revanche, on va augmenter notre position sur les batteries. On vise à minima 500 mégawatts de batteries en France. Et puis, si ça s'ouvre sur la partie hydro, parce qu'on est convaincu que l'hydro est effectivement une manière de répondre à ces besoins, on ira également. Et de façon générale, alors c'est assez compliqué de savoir quelle est la bonne proportion, mais nos calculs donnent qu'il nous faut environ 20 à 30% d'outils de flexibilité en comparaison en termes de ratio entre la partie renouvelable et la partie flex. Donc c'est ça qu'on va essayer de construire, c'est ce genre de portefeuille qu'on va construire en France, mais également dans tous les pays marchands sur lesquels on est présent, en Europe et aux États-Unis. Peut-être un dernier point sur la flex, on est aussi présent dans les batteries en tant que fabricant de batteries. On détient la société Saft, et donc on travaille énormément sur la partie R&D. C'est important pour nous, il y a énormément de progrès à faire sur ces batteries. Donc on met de l'argent pour développer, pour augmenter la capacité de ces batteries, augmenter la densité, avoir maintenant dans des containers de plus en plus d'énergie à délivrer pour être capable de développer ces utility scale, ces grandes batteries qui viendront faire de l'assistance réseau et également de l'arbitrage énergie quand il y en aura besoin. Merci. On va demander dans quelques instants à Xavier Pessagic de nous parler du plan stratégique du réseau de RTE pour 2040. Mais avant, j'aurais voulu vous demander justement, Carlotta Gentili-Latino, ce que vous attendez des opérateurs de réseau. Alors, beaucoup a été déjà fait, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que RTE et Enedis viennent d'expliquer. Les gestionnaires de réseau se sont dotés de plein d'investissements qui sont ambitieux pour la modernisation, le renforcement et pour favoriser in fine le développement des réseaux, ce que nous saluons. Maintenant, je pense que c'est la question du timing qu'on a déjà évoqué qui est cruciale. Le développement des ENR, malgré tout ce qu'on vient de dire, va quand même vite. Et force est de constater que quand on arrive avec des projets qui sont prêts à construire, mais le réseau derrière ne suit pas départ, temps de raccordement qui sont longs, coûts qui augmentent ou demandes d'effacement sur le réseau qui sont trop importantes pour justifier l'investissement, on a effectivement un problème
à l'aval un bout de course. Le sujet, il n'est pas nouveau, mais il devient de plus en plus visible et surtout, ça ne fera plus que s'aggraver. Donc, première priorité, c'est bien évidemment, ça a été évoqué, la refonte de l'élaboration des S3R ONR et un premier pas, bien évidemment, vers l'accélération et les ouvrages prioritaires dont on parlait à construire, nous les attendons au plus vite, effectivement, et ça nous devrait permettre d'anticiper, en tout cas de ne pas retarder davantage l'accès aux capacités en fait, qui sont sur les territoires. Ça, c'est le rôle crucial, effectivement, du gestionnaire de réseau dans le pilier de la transition énergétique, qui est celui des infrastructures de raccordement. Mais bien évidemment, un rôle crucial et également à jouer dans tout ce qui est l'accompagnement des transitions, en fait, notamment technologiques, qui vont faire en fait la transition énergétique. Je pense notamment à tous les vecteurs d'intégration des énergies renouvelables, donc aller plus loin, aller plus vite sur les sujets évoqués de intégration, de flexibilité, dont notamment le stockage, modification bien évidemment des usages, et également modification des productions on a parlé beaucoup de production centralisée, décentralisée, mais aller vers la décentralisation de l'autoconsommation collective, industrielle, individuelle, pour lequel bien évidemment le cadre doit être adapté afin que cette transition énergétique arrive jusqu'au consommateur producteur. Merci. Xavier Pessagic, donc je le disais, vous travaillez avec vos équipes actuellement à un plan stratégique du réseau à l'horizon 2040. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, d'abord peut-être un mot sur la flexibilité, parce que le sujet a été abordé dans la dernière publication, on en a beaucoup parlé. Juste vous dire pour ceux qui ne l'ont pas lu que il y a des efforts qu'on peut faire maintenant sans regret, c'est la modulation de la consommation. Voilà. Le disait, lorsque le solaire est très abondant, autant recharger sa voiture électrique à ce moment-là. C'est simple à dire, mais finalement, ce n'est pas toujours fait. Donc, effort sans regret, modulation de consommation, batterie. Et si nous sommes sur notre trajectoire de l'ex-PPE, effectivement, il faudra qu'on conserve un certain nombre de moyens d'ultra-pointe de production ou des stockages massifs du type STEP, mais là c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait, faire des STEP, c'est quand même très long. Et nous avons un problème de planning, voilà. Mais on aura besoin de plusieurs gigawatts de flexibilité supplémentaire que ça concerne de la modulation de consommation, du stockage ou des moyens de pointe. Une fois que ça s'est dit, quelques mots sur notre plan d'investissement. Bon, déjà vous dire qu'un plan d'investissement d'un gestionnaire de réseau, ça dépend de la politique énergétique nationale. Donc, bien évidemment, on va donc attendre et confirmer tout ça une fois qu'on aura une nouvelle PPE publiée. D'ici là, oui, nous avons un projet qui est en cours d'élaboration, qui pourrait se résumer avec que des mots en R. Rien à voir avec les coquillages à Noël. Un enjeu de raccordement, bien évidemment. Pour RTE, gros défi pour le raccordement de l'offshore, mais aussi du raccordement de nos gros clients consommateurs. Il y a de la presse d'ailleurs sur ce qu'on fait à Dunkerque ce matin. La grosse demande dans des sites qui ont déjà démarré leur transformation vers l'électrification, Dunkerque, Fos, Le Havre, Feyzin par exemple. Donc premier enjeu, raccordement. Deuxième enjeu, renforcement de la colonne vertébrale, puisqu'en fait les lieux où on produira de l'énergie demain ne sont pas les mêmes que ceux où on produit de l'énergie aujourd'hui. Il y aura toujours le parc nucléaire demain. Enfin, tout le monde conçoit que lorsque on équipe la façade nord-ouest de la France de champs offshore, et bien toute cette énergie, il faut qu'on la rapatrie vers les centres de consommation et que ça se fait par du gros réseau 400 000 volts. Donc pour nous, des énormes travaux d'investissement sur la colonne vertébrale française qu'est le réseau 400 000 volts, y compris les interconnexions.
Et puis, troisième enjeu, le renouvellement. Le renouvellement, tout simplement parce que, comme tous les réseaux, le réseau de transport d'électricité vieillit. Et en fait, il ne doit pas vieillir pour être performant. Et puis, des enjeux de renouvellement au titre de la résilience, parce que, comme toutes les infrastructures, il faut qu'on se pose la question de notre résilience climatique, résistance au chaud et résistance aux inondations pour la plupart. Raccorder, renforcer, renouveler. Il me manque un quatrième R, c'est relocaliser. Alors Marianne en a parlé. Moi, je ne crois pas du tout à une transition énergétique française si l'ensemble de ces investissements, et pour heurter l'ordre de grandeur pour être d'une centaine de milliards d'ici 2040, moi je ne crois pas du tout à ce que ça puisse ne pas être synonyme de relocalisation d'industrie en France et en Europe. Ou je vais le dire autrement, je ne crois pas qu'il y ait un consentement à ce qu'on fasse surgir une infrastructure d'énergie dans nos paysages si ce n'est pas synonyme de croissance en Europe. Donc oui, nous avons des sujets de compétences, mais nous avons des sujets de relocalisation d'industrie sur le sol européen et sur le sol français pour construire l'ensemble de ces équipements que Marianne et moi devrons installer. On peut faire le choix politique de ne pas le faire, on peut faire le non-choix de ne pas s'organiser et in fine de ne pas le faire. Le sujet, c'est qu'à la fin, demander aux consommateurs finalement de couvrir l'ensemble de l'investissement qu'il faut faire dans l'appareil de production d'électricité, dans le réseau de distribution et dans le réseau de transport, sans que ce soit synonyme de nouvelles usines en France et en Europe, je ne crois que ça ne fonctionnera pas. Voilà, je voulais vous le dire. J'ai une longue tradition de discours de vérité devant cette salle, devant laquelle je reviens tous les ans. Une fois n'est pas coutume, je le dis. Et donc effectivement, ça va supposer une sorte de mobilisation française, elle existe déjà, et en Europe, où il faut qu'on se repose la question de manière un peu plus vigoureuse des voies et moyens de faire renaître ces industries dont nous avons besoin, parce que c'est ces équipements-là que nous viendrons insérer dans les territoires. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc je vous demande un petit exercice, c'est sur la dernière partie de resserrer les argumentaires pour qu'on puisse prendre quelques questions autant que possible. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, comme on va avoir les parlementaires dans quelques instants dans la salle, et que certains sont déjà arrivés, c'est de faire vos courses. Il va bien falloir qu'ils s'entendent, parce qu'on a quand même pas mal de textes qui sont en attente, et vous avez, j'imagine, besoin de visibilité. En quoi la visibilité, c'est important pour un acteur des réseaux comme Enedis, Ariel Milagno? Tout ce qu'on a dit et tout ce que les participants à table ronde ont dit renforce et illustre ce besoin de visibilité. Enedis, c'est une entreprise de 40 000 salariés qui est présente en tout point du territoire, depuis les métropoles jusqu'à l'hyper-ruralité. Et nous avons partout des équipes pour répondre aux besoins de nos clients. Et cette présence territoriale, on n'y a pas renoncé, au contraire, on la revendique. Et derrière, il y a aussi des sujets, vous aviez parlé de la facture, des sujets de péréquation tarifaire qui sont la base du modèle français. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le défende et qu'on comprenne bien que si un jour il était remis en cause, peut-être qu'il y aurait moins d'acteurs pour s'intéresser à des territoires plus ruraux, avec moins d'habitants. Moi, quand je parle de la Lozère, moi, j'ai un client tous les 18 km. Et pourtant, il a la même qualité de service qu'un Parisien à Paris. Donc ça, je crois que c'est souvent, on l'oublie, mais ça fait partie de notre conception du paysage énergétique. C'est la dimension très locale et très nationale de la manière dont il est organisé. Et je crois qu'il faut prendre la peine de le rappeler. Donc la visibilité, c'est la visibilité des investissements et de la manière dont on les finance à long terme. Bien sûr, ça doit être soutenable pour le client, mais ça doit être aussi à la hauteur des ambitions énormes qui nous sont adressées. Donc là, il faut faire des choix de politique publique et s'y tenir. Carlotta disait stabilité, elle a parfaitement raison, parce que ce ne sont pas des petits esquifs qu'on fait tourner à toute vitesse. Ce sont quand même des grosses structures. Donc visibilité pour avoir, en ayant le bon niveau d'investissement, les compétences,
la filière industrielle, l'innovation. Je crois que moi, je travaille déjà, vous parliez beaucoup tous de flexibilité. Je suis en train de revoir profondément l'outil de conduite du réseau pour intégrer de pilotage, donc nos agences de conduite, équivalentes de celles qu'a RTE pour l'ensemble de la France, donc nous en avons 25 pour l'ensemble de la France. Eh bien, on est en train de se projeter au modèle de conduite dans 10 ans. Et de commencer à travailler, à le dessiner, à investir pour qu'il soit livré dans 8 à 10 ans avec beaucoup plus de flexibilité et donc bien maillé avec l'outil RTE, avec des pilotages heures creuses en pleine, Nicolas en a parlé, c'est un des grands projets pour effectivement aussi mieux absorber cette cloche solaire de demain, et faire qu'au moment où l'électricité, notamment solaire, est produite massivement, il y ait plus de consommation. Donc ça suppose de redessiner, et la Creux nous a demandé d'y travailler, on y travaille, c'est un grand projet pour nous, de piloter un peu autrement les heures creuses, heures pleines. Donc de l'innovation, travailler sur les enjeux opérationnels de maintenant, parce qu'ils sont compliqués, sans sacrifier la vision de long terme sur le stockage, la flexibilité, les datas. Nous avons remonté et produit plus 600 millions de courbes de charge entre 2024 et 2022. Chaque jour, nous produisons 1 million de données de consommation. Vous imaginez la chaîne communicante, grâce notamment aux 37 millions de compteurs Linky, qu'il y a derrière ça. Il faut que je pense d'ores et déjà au renouvellement de tout ça dans les 5 ans et les 10 ans à venir. Donc beaucoup d'innovation technologique, beaucoup d'utilisation de la donnée, demain de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de visibilité. Parce que pas juste, c'est déjà très difficile et très important, notamment pour nos clients, de réussir les opérations d'aujourd'hui. Mais c'est de commencer à concevoir celles de demain, comment on va les financer, comment on va les développer, comment on va les rendre acceptables. Donc c'est ça le besoin de visibilité. C'est ça notre responsabilité d'opérateur de service public. Merci. Et côté porteur de projet, brièvement sur cette question, Carlotta, alors très brièvement, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit par rapport à la visibilité pour les producteurs et pour les gestionnaires de réseau. Donc juste ajouter un dernier point très, très court sur le fait de la visibilité également pour la demande. Donc la demande effectivement soit stimulée sans à-coup. Rappelons toujours que la demande française dépend encore à 2/3 des énergies fossiles et que la transition est nécessaire. On a évoqué les enjeux non seulement climatiques mais de souveraineté, de compétitivité et d'électricité abondante. Donc la visibilité pour la demande également, donc une constance en fait de la part des pouvoirs publics pour soutenir cette demande, donc cette électrification des usages. Je pense que le contexte aujourd'hui des prix négatifs nous renvoie également à une vision un peu plus large des raisons structurelles de cela. Donc la demande, donc une continuité et une constance sur la mobilité électrique, sur les modes de chauffage, et nous concernant qu'une politique d'offre en fait soit toujours maintenue. Donc on a certes une baisse en trompe-l'œil aujourd'hui des prix de l'électricité. L'année dernière au même colloque, le sujet n'était pas différent. Il pourra ne pas être le même dans les années à venir. Donc visibilité, je termine en revenant sur la visibilité des producteurs, sur le calendrier des appels d'offres, notamment à partir de 2026. Nicolas ? Moi, je voudrais aborder un point qu'on a finalement assez peu touché, c'est les territoires. Territoires qui font partie du thème de cette intervention. N'oublions pas quelque chose qui est extrêmement important, c'est que sans les territoires, pas de transition énergétique. Donc je pense qu'il y a un consensus industriel sur la visibilité, sur l'ampleur des investissements réalisés. Mais si les territoires ne sont pas au rendez-vous, nous ne pourrons pas déployer les énergies renouvelables. Et je pense que l'erreur qu'on a commise il y a quelques années, c'est de considérer sans doute que les territoires étaient une sorte de plateforme sur laquelle on allait déployer en fait nos solutions énergétiques. Or, en fait, les territoires, ce sont des partenaires, on l'a souligné ce matin, des partenaires avec lesquels il va falloir travailler sans doute différemment. Donc c'est sans doute les préceptes de la loi d'accélération des énergies renouvelables que tu as cités, mais des préceptes qu'on doit mettre en œuvre. Donc au sein de Boralex, on a beaucoup travaillé pour développer le participatif, mettre en place des stratégies de co-création de projets, mettre en place des chèques énergie pour permettre aux citoyens de comprendre quel était l'impact du parc qui arrivait dans sa commune. Mais il reste encore beaucoup de travail réalisé. Et on collabore par exemple avec l'Association des maires ruraux de France, qui aujourd'hui sont confrontés à deux problèmes. Premier problème, c'est un problème politique.
qu'on ne connaît pas toujours, mais il y a plusieurs maires qui sont favorables à des projets ENR et qui sont empêchés par leur parti politique. Et ça bloque complètement les projets. Je pense que c'est un sujet qu'on devra adresser à l'avenir. Et puis, le deuxième problème, c'est que ces maires sont souvent mal outillés, ont peu d'informations pour pouvoir vendre le projet auprès de leurs concitoyens. Et je pense que l'État a un rôle à jouer pour justement permettre au territoire de s'emparer de ce sujet et de faire en sorte qu'on réussisse enfin la transition énergétique. Olivier, vous voulez rebondir sur cette question des territoires? Oui, complètement. Enfin, chez Total Energy, les territoires, c'est complètement ancré dans notre ADN. On n'a d'ailleurs pas attendu les renouvelables pour faire ça, puisqu'on a des réseaux de stations-service et des raffineries. Je pense que ce qui est super important, on est dans le temps long. On l'a dit tout à l'heure, c'est 6 à 10 ans pour développer, c'est 20 à 30 ans d'exploitation, après c'est le démantèlement. Donc on ne peut pas s'épargner d'avoir un dialogue super constructif. Ce qui nous semble important, c'est d'arriver à donner du sens. Il faut arriver à donner du sens à tout ça. Il faut que ce soit harmonieux. Il faut que ça s'inscrive dans une logique des territoires. Il faut qu'il y ait cette acceptabilité. C'est super important. Et deux, on pense qu'il faut qu'il y ait un portage politique à la fois national et local pour être sûr que ça renforce cette acceptabilité. La loi d'accélération sur les énergies renouvelables, c'est très bien, mais il y a besoin de ce portage à la fois au niveau politique national et local. Je finirai peut-être avec un dernier mot sur l'agrivoltaïsme. Nous, on croit beaucoup à l'agrivoltaïsme. On a investi dans une société qui s'appelle Ombrea. Et peut-être dire 2 mots là-dessus. C'est le premier, peut-être rompre un tabou sur le sujet de... Il n'y a pas de sujet de souveraineté alimentaire sur la partie agrivoltaïsme. Hein. Juste un petit chiffre, si on voulait remplir les objectifs de la PPE, il faut moins d'1% des terres agricoles françaises. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. 2, ce qui est super important, c'est que ces projets-là, ils se font au-delà de la partie revenus additionnels, loyers qui sont payés à l'exploitant agricole ou au détenteur du foncier. Ils sont faits de telle sorte à amener quelque chose à ces exploitations agricoles. Donc c'est vraiment dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Il y a une volonté d'aider, d'améliorer un rendement, de protéger des cultures, de sécheresse, d'intempéries, de protéger des bêtes, de les ombrager. Donc il y a vraiment une volonté sur le plan du business model agricole de les aider. Donc à la fin, c'est quand même quelque chose qui est gagnant-gagnant. Non seulement ça bénéficie aux exploitations agricoles, et en plus de ça, ça permet de développer des projets solaires. Donc fondamentalement, on y croit. C'est pour ça qu'on a fait cet investissement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à l'encourager parce que ce sera un des facteurs ou un des catalyseurs de l'émergence des énergies renouvelables et du solaire notamment, parce qu'on va, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas tout faire avec des toitures, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Vous avez parlé de l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable. L'acceptabilité, j'imagine, Xavier Pessagic, elle s'entend aussi pour les infrastructures réseau que vous devez construire. Oui, on a les mêmes difficultés que les producteurs d'énergie renouvelable, même si ce qu'on construit a une forme différente. Ce qui est sûr, c'est que plus d'énergie renouvelable dans les territoires égale plus de réseaux. Ça, c'est évident. Et donc, moi, j'ai utilisé le mot surgissement, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on s'est habitué à consommer une énergie qu'on ne produisait pas sur notre territoire et même sur notre continent. Hein. Et en fait, ces infrastructures énergétiques, on ne les voyait pas. Et donc maintenant, on les voit plus. C'est pas la France moche, c'est pas la France défigurée, mais c'est vrai qu'il y en aura un peu plus. De ce point de vue-là, je ne reviens pas sur la question de la relocalisation industrielle, mais moi je pense que ça fait partie de l'acceptabilité de l'insertion territoriale, que cette infrastructure soit synonyme de croissance en France et en Europe. Il faut qu'on y pense tout le temps. Je pense que du point de vue des relations avec les collectivités territoriales, il y aura des choses à corriger sur le renvoi de fiscalité vers les collectivités territoriales. Il y a des choses qui me semblent pas très bien réglées. En tout cas, les temps ont passé, les énergies renouvelables se sont développées, elles sont appelées à grandir. On soutient cette croissance, mais donc il faut qu'on accepte de temps en temps de corriger quelques paramètres de renvoi de la fiscalité due par cette infrastructure de la transition vers les collectivités. Et puis, tout le monde l'a dit, donc je ne vais pas m'étendre, planifier pour ne pas localiser à la fois cette production d'énergie renouvelable ni le réseau n'importe où. C'était le sens de la loi d'accélération des ENR qui a été votée. C'est le sens de la planification. Nous avons collectivement besoin de cette planification
pour mutualiser le réseau, pour mutualiser les raccordements, et je reviens sur ma question de coût complet du système électrique aussi, pour optimiser son coût. Et donc, puisque nous avons historiquement très bien travaillé avec le monde des énergies renouvelables et qu'on est là pour se dire la vérité, quand je dis mutualisation des raccordements, ça veut dire aussi une forme de priorisation entre les projets. Et dans un monde où on ne faisait pas beaucoup de raccordements de consommateurs et pas beaucoup de raccordements de producteurs, c'était facile de raccorder tout le monde n'importe où. Mais en fait, quand la demande est telle que celle que Marianne a décrite, il faut qu'on entende qu'il faudra que nous mettions conjointement dans la discussion dans un monde de priorisation. Et dans ce monde de priorisation, il peut être complètement territorial, et donc ça reboucle la question de la nécessité de zoner et de privilégier un certain nombre de zones. Ça nous permettra aussi à nous, les gestionnaires de réseaux de transport, d'être à l'heure. C'est-à-dire que si on sait où il faut construire une infrastructure, on est même capable de la construire en avance. Voilà. Merci beaucoup Xavier, merci à toutes et à tous.